Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Fred Bastien. Bonjour Isabelle. Merci Florence Lamoureux d'être bon là. mardi. Il y a on est assez excités parce qu'il se passe beaucoup de nouvelles en ce moment là, qui viennent de tomber. Entre autres, il y a un bras tendu là, de la part du gouvernement caquiste vers les médecins pour ramener les médecins, les deux fédérations de médecins à la table des négociations. Vous savez que ce soir aussi, il y a un contexte particulier. Là. Il y a des webinaires qui ont été organisés où on appelle les médecins à participer en grand nombre. Et on aura tout à l'heure le docteur Amiot de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui va nous dire où il se situe là-dessus, parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que le mot d'ordre avait été envoyé, entre autres, aux médecins de ne pas participer à ces webinaires qui sont organisés par le gouvernement, par le ministère de la Santé. Ça fait sourciller quand même, Isabelle. Oui, là, il semble que ça soit pas le cas. OK, on va avoir plus de précision. Voilà. Et c'est pas tout à fait clair parce qu'on a mis la main sur des documents récents où on voit que il n'y avait pas un grand encouragement à participer en tous les cas. Mais là, je vous disais qu'il y a des nouvelles qui viennent de tomber. Et effectivement, la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, viennent de sortir là, publiquement et ont donné une espèce de petit point de presse dans le corridor, comme ça se fait régulièrement à Québec, pour annoncer que finalement, il y a des primes aux médecins qui seront maintenues. Donc, on revient un peu sur certaines choses qui ont été dites. Je trouve que c'est important que vous entendiez vous-même et que vous fassiez votre propre opinion. On aime ça, hein, Fred? Quand on se fait leur propre opinion. Plus d'informations, c'est toujours gagnant. Exact. Même pour les webinaires. Tellement, tellement. Et puis, donne donc notre numéro tout de suite. Tiens. 1-877-827-2346, 187-CUBE Radio. Écrivez-nous au sujet des médecins et aux autres sujets de l'émission. Bien sûr, parce que là, je vais vous poser la question. Est-ce que, d'abord, toujours sur la situation par rapport à votre santé, est-ce que vous avez, vous, perdu votre médecin récemment? On parle beaucoup là, des cas de dermatologie. Là, ça fait la une du Journal de Montréal, des dermatologues qui se plaignent de ce qu'ils vivent. On va avoir une dermatologue avec nous tout de suite après. Donc, cette fameuse explication de la part de France-Hélène Duranceau et de ministre Dubé que voici. Évidemment, on est très préoccupés, très sensibles là, aux réactions des derniers jours de la part des médecins. Je pense que tout le monde s'entend sur l'objectif. Il faut changer le mode de rémunération des médecins. Le premier ministre m'a demandé de reprendre contact avec les fédérations FMSQ, FMOQ pour trouver un terrain d'entente, OK, pour les inviter à revenir à la table. Puis on fait ça pour les Québécois, on fait ça pour l'accès aux soins, puis on fait ça pour les médecins aussi. Okay? Je pense que c'est important, il faut qu'ils puissent travailler dans un environnement puis un contexte qui est positif. On a besoin d'eux. Alors, j'espère qu'on aura une réponse favorable des fédérations pour qu'on puisse s'asseoir puis discuter. Je vais juste passer la parole à mon collègue, le ministre Dubé. Il y a des précisions à donner sur 2 éléments de la loi 106. Je pense que c'est important de rassurer aussi les médecins à cet égard-là. C'est la loi 2. Merci beaucoup, France-Hélène. Il y a 2 mesures qui ont suscité beaucoup d'inquiétudes du côté des médecins au cours de la dernière semaine. Puis vous les connaissez quand même très bien, j'y ai fait référence. Et la loi permet de faire ces discussions-là. La première, c'est concernant les spécialistes. Les spécialistes, c'est ce qu'on appelle la prime pour le premier rendez-vous lorsqu'elle vient d'un omni ou d'un médecin de famille. Et le deuxième, c'est pour les omnis, justement. C'est ce qu'on appelle le 30% qui était payé pour aider à payer les frais d'honoraires dans des GMF. Dans les 2 cas, pour garder simple pour aujourd'hui, là, parce que ça va faire partie des discussions que France-Hélène veut avoir avec les 2 fédérations, c'est qu'on va maintenir l'état actuel de ces 2 primes-là. C'est-à-dire qu'on va laisser la prime aux omnipraticiens, le 30%. Puis on va faire la même chose avec les médecins spécialistes, c'est-à-dire qu'ils vont continuer de le recevoir lorsque le premier rendez-vous vient des médecins de famille. Mais nous, ce qu'on voulait faire, c'est l'élargir à d'autres. C'est le genre de discussion qui va se Alors voilà, essentiellement, vous avez compris, on voulait couper ces 2 primes-là, mais là, on les maintient. Alors, c'est intéressant parce que ça montre là, que le gouvernement ici se sent un peu obligé de revenir
sur ce qu'il avait maintenu. J'ai envie de vous présenter tout de suite la médecin spécialiste qui est avec nous. Elle est présidente de l'Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec, la docteure Catherine Bessner-Morin. Merci beaucoup d'être là, docteur. La phrase de France-Hélène Duranceau, elle a commencé en disant, bon, on s'entend tous là, qu'il faut revoir le mode de rémunération des médecins. Déjà en partant, est-ce qu'on s'entend là-dessus, hein, docteur? C'est une nouvelle pour moi qu'on s'entendait tous sur ça. Là. Ouais. Je pense que c'est une discussion qui peut être intéressante à avoir, là, dans le sens que je pense que dans la vie, il y a toujours place à amélioration, mais je trouve que ça aurait été nécessaire d'avoir ces genres de discussions-là au début, quand les négociations ont commencé avec la FMSQ et le gouvernement, pour de voir s'il y avait un terrain d'entente de ce point-là, pas après avoir des mois qu'on a passé à négocier faussement parce qu'ils n'ont jamais eu l'intention de négocier. Puis ensuite, après avoir passé des lois spéciales qui nous menacent de tout bord, de tout côté avec des amendes incroyables, qui nous mettent dans un carcan, fait que je trouve ça un peu le monde à l'envers, là. Vous comprenez pas pourquoi ils reviennent aujourd'hui, c'est ces deux primes. Il y en a une qui vous toucherait en pratique, là, parce qu'il y en a une qui va toucher les omnis. On va parler tout à l'heure au président de la Fédération des omnipraticiens. Mais il y en a une qui touche les spécialistes, le fameux 30 %. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, là. Oui, il n'y a pas de problème. Fait que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que si on part à partir là, du début, l'enveloppe budgétaire, c'est une enveloppe qu'on accorde à la RAMQ. Fait qu'on a tous, comme Québécois, un système d'assurance publique. Fait que contrairement aux États-Unis qui ont plusieurs types d'assurances que toi, comme patient, tu peux aller chercher et être assuré avec eux, nous, on en a une seule, une grande qui est la RAMQ. Puis, là, vous me repartez de loin. Oui, je sais. Okay, je vous repars de loin. Ouais, parce que moi, je voulais comprendre. Ce qu'on comprend, c'est que quand c'est un médecin de famille qui donne une requête au patient pour aller voir un spécialiste, c'est là qu'il y a une prime de 30 % pour vous? Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Dans le fond, il y a une différence si c'est une consultation. Fait que si un médecin, que ce soit omnipraticien ou spécialiste, fait une consultation à un autre spécialiste, là, à ce moment-là, on a une différence entre la visite principale puis la consultation. C'est ça qu'on parle de prime. Le 30 % ça n'a pas rapport parce que la différence est complètement entre la visite principale et la consultation. Mais c'est quoi la différence entre une visite principale puis une consultation? Bien, nous, en dermatologie, par exemple, la visite principale en cabinet, c'est 55 $, puis avec la consultation, c'est 83 $. Donc, c'est la différence entre 55 et 83, c'est ça la prime. Non, mais une visite versus une consultation. Ah, OK. Donc, disons que je vous vois pour la première fois, vous, dans mon bureau, puis vous êtes référé par votre médecin de famille. Ouais. Ça, c'est la consultation. Okay. Puis ensuite de ça, toutes les autres fois que je vous vois, ça peut soit être une visite de contrôle ou une visite principale. Puis, ça, c'est une question de temps entre les deux. Puis, c'est payé différemment. Fait qu'une visite de contrôle, c'est 36 en dermatologie au cabinet. Des fois, en hôpital, c'est payé juste 0, une visite de contrôle. Puis, je pense que pour la visite principale, c'est 33 $ à l'hôpital. Avouez que c'est compliqué. Bien, c'est compliqué. Puis ça, c'est ce qu'on appelle l'acte. Fait que dans le fond, les actes, là, c'est le fait que entre la RAMQ, puis les associations et la FMSQ, chaque chose que tu fais quand tu vois un patient, ou en tout cas la majorité des choses que tu fais, a une valeur. Oui, c'est ça. Et c'est ça que le gouvernement essaye de simplifier, là, parce que c'est compliqué, là. Fait qu'il essaie... Ça, je trouve qu'il y a du discours. Il essaie pas de le simplifier, parce que s'il était simplifié, bien, on serait comme dans d'autres provinces, puis ça serait comme juste un salaire. Mais il a gardé tout à l'acte. Mm-hmm. Il a juste diminué de 13 % tous les tarifs de toutes les spécialisations, puis il a dit qu'il allait plus avoir la prime au niveau de la différence entre la visite principale et la consultation. Mais il n'a pas du tout changé notre façon d'être rémunéré. La loi était littéralement un canevas blanc où il aurait pu écrire n'importe quoi, puis il a aucunement changé notre façon d'être rémunéré. Là. Il a juste mis le tiers, je veux dire, de la loi, c'est littéralement des pénalités aux médecins si on parle en public, si vous voyez moins de patients, en fait. Si moi, par exemple, un jour, mon enfant est malade, mon bébé est malade, puis je peux pas rentrer à l'hôpital, puis que je dois canceller, c'est des pénalités pour avoir cancellé ma journée. La majorité de la loi a absolument, à vrai dire, aucun rapport avec... elle n'a pas du tout rapport avec notre type de rémunération. Elle fait juste tout baisser, puis elle fait juste mettre une couche de fonctionnaires pour regarder puis surveiller comment on travaille. C'est ça que c'est.
En même temps, bon, vous dites, là, je serais pénalisée. Je pense que vous êtes en congé de maternité en ce moment, Oui. hein, c'est ça? Ouais. Vous avez un bébé? Oui, j'ai un félicitations. Merci. C'est sûr que depuis le début, là, tout l'enjeu, c'est la rémunération reliée à la productivité. Puis c'est sûr que vous dites, avec raison, je pense, depuis le début, on a mal parti la discussion parce qu'on l'a parti avec puis on l'avait, le ministre Dubé, il n'y a pas si longtemps ici, tu te souviens, vrai? Puis j'ai même dit, ouais, regrettez-vous d'avoir parti ça un peu tout croche, là. Peut-être même avec une prémisse qui était fausse, que les médecins ne travaillaient pas assez. Puis il nous a même dit, de mémoire, j'ai même dit, est-ce que vous reconnaissez que vous avez été mal informé? Puis parce qu'on y a dit des trucs, peut-être, qui étaient peut-être pas vérifiés autant que ça aurait dû, comme quoi que les médecins ne travaillaient pas assez. Il y a peut-être des médecins qui ne travaillaient pas assez, mais il y en a qui travaillent vraiment plus puis qui compensent pour les autres. Fait que c'est ça qu'on essaye de comprendre, nous, comme public, dans le fond. Je sais pas si tu as déjà eu des commentaires là, des gens, là, mais... Complètement. On est un peu mêlés, nous aussi, là-dedans. Oui, ben, deux directions. Il y a Martin qui dit c'est une situation gênante. On doit mettre la hache dans cette loi et ramener les médecins comme employés de l'État. Vous l'avez évoqué plus tôt, Dr Bessner-Morin. Est-ce que ça serait une bonne chose d'être salarié carrément? Bien, tu sais, moi, je représente les dermatologues comme présidente. Puis, je peux avoir une opinion personnelle, mais ça ne veut pas dire que ça représente l'opinion de tous mes membres. Je pense qu'il y en a, avec leur type de médecine qu'ils pratiquent, qui préféraient être salariés, puis il y en a qui aiment être à l'acte. Donc, je pense que c'est vraiment individuel, cette façon-là d'être rémunéré. Puis, il y a des avantages, puis il y a des désavantages à chacun, l'un et l'autre. C'est sûr qu'être salarié, un des avantages, c'est que tu peux faire un peu la médecine que tu veux, c'est-à-dire que tu peux, t'es rémunéré à l'année, donc tu peux prendre le temps que tu veux avec ton patient, tu peux faire ce que tu veux comme type de médecine, etc. À l'acte, il y a des effets qui sont un peu pervers, c'est-à-dire que pas tout est rémunéré dans le guide de la RAMQ, fait que des fois, il y a une partie des choses que tu peux faire qui ont littéralement ça te rapporte zéro. Puis des fois, ça peut avoir un effet que tu veux comme couper du temps avec ton patient pour voir le plus de patients. Par contre, ça fait que les médecins au Québec sont les plus performants de tout le Canada. C'est-à-dire, si tu compares un dermatologue ou un ORL au Québec, puis tu regardes son homonyme canadien, il voit plus de patients. Donc il fait plus d'argent. D'où l'étude du HEC. Il est plus productif, oui. Il est plus productif, comme la productivité, c'est-à-dire le nombre d'actes, et fait en sorte que quand tu es payé à l'acte, plus t'en fais, plus c'est payant. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit depuis le début que les médecins québécois, ils tirent très bien leur épingle du jeu en termes salarial par rapport au reste du pays, par rapport aux médecins du reste du Canada. La preuve, il y a une étude de HEC qui venait de le confirmer aussi. En fait, il y a une seule étude, la fameuse étude de l'ISIS, là, qui dirait le contraire. Puis je suis encore retournée aujourd'hui, j'y vais quasiment 2 fois par semaine pour voir si ils l'ont libérée, cette étude-là. On peut tout lire l'étude, sauf le chapitre sur le salaire des médecins où là, il faut faire une demande écrite. Je comprends pas pourquoi l'ISIS ne nous donne pas ces données-là si ça montre que les médecins québécois sont sous-payés par rapport au reste. Bon, c'était une aparté, mais c'est pour vous dire, l'avez-vous vu, vous, l'étude de l'ISIS? Là? Parce que le président de votre fédération des médecins spécialistes était ici puis disait, bien, cette étude-là prouve qu'on est sous-payés, nous, par rapport aux médecins canadiens. C'est sûr que moi, ce que je connais plus, c'est la situation en dermatologie. Parce que je suis pas... Mais c'est une spécialité. Hein? Oui, mais je suis pas... Mais mettons, un dermatologue québécois, est-il moins payé qu'un dermatologue ontarien? Canadien, en général, oui. Ah oui? Oui, 100%. Combien, par exemple? Avez-vous des chiffres là-dessus? Bien, ça dépend. Tu sais, il y a... Vous avez l'air sûr, vous avez dit 100%. Non, 100%, mais dans le sens que il y a plusieurs provinces, puis on est en bas. Je pense qu'on est top, le bottom 3. Fait que, dans le fond, il y a peut-être quelques provinces en dessous de nous, mais on n'est vraiment pas dans la moyenne, puis on n'est pas dans les plus hauts, là. Si tu compares un dermatologue de l'Alberta versus un dermatologue du Québec, il y a une méchante différence. Mais, tu sais... Il y a une méchante différence? Oui, il y a une grosse différence. Puis, ce qui est important de savoir, là, c'est que, pourquoi encore vous une pas fois, Alberta, vous avez... Parce que vous préférez être au Québec, quand même. Oui, moi, j'aime les Québécois. mais tu sais, c'est sûr que j'aime aussi le concept d'une médecine publique. Donc, puis je pense qu'il y a beaucoup de dermatologues qui aiment le concept d'une médecine publique. Je pense que ça s'en vient de plus en plus difficile de pratiquer une dermatologie publique au Québec. Puis on le voit par le taux de la désaffiliation.
Puis, ce qui est important pour moi, c'est de préciser, c'est que la dermatologie médicale publique au Québec, elle allait pas bien avant la loi 2. Oui, ça fait pas... C'est pas récent, c'est pas depuis 106 ou 2 là, que ça va pas bien. Ça fait des années, je pense que ça fait des années que ça prend 3 ans voir un dermatologue au Québec, au public. Là. Oui. Beaucoup de gens vont au privé, d'ailleurs. Oui, puis même si la loi 2, là, demain matin, elle disparaissait, pouf, là, on serait encore dans le trouble. Ouais. Fait que pour nous, c'est pas assez de juste la loi 2 qu'elle disparaisse ou qu'il y a des petites des choses qui étaient hyper dramatiques qui allaient signaler la fin de la médecine, la fin de la dermatologie au public, et seulement ils nous le redonnent, on va vous redonner le supplément de la consultation. OK, on est encore dans le trouble. Là. Donc, c'est vraiment important d'avoir des nouvelles solutions qui sont apportées de plus. Vous dites, ça fait longtemps, là, c'est pas depuis la loi 2. 108 000 patients sur les listes d'attente, hein, c'est la une du journal, puis c'était ça il y a quelques années aussi. Ça veut dire c'est comme si on fournit pas, là. En même temps, il y a quoi, 209 dermatologues qui travaillent au public? 200. 200? 200 dermatologues qui travaillent au public pour... 9 millions. 9 millions de Québécois, Ouais. c'est difficile. Il y en a 54 qui sont des affiliés. Exact. Il y en avait beaucoup moins à l'époque. On voit aujourd'hui qu'il y a de plus en... enfin, vous me direz, mais on semble être beaucoup intéressé par la médecine esthétique, la chirurgie esthétique, le botox. Je vais peut-être juste Allez-y. préciser, on Oui. n'est pas intéressé. Il y en a qui sont intéressés parce que l'esthétique, c'est toute une spécialisation de plus de la dermatologie, mais je dirais pas qu'on est particulièrement intéressé. Je pense que la majorité du monde se sent forcé d'en faire pour être capable de payer les frais de cabinet. Ah ouais? Oui. Si vous ne faites pas de chirurgie esthétique comme dermato au Québec, vous n'arrivez pas. Pas mal, oui. Est-ce que vous en faites, vous? Moi, je travaille majoritairement à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, on fait jamais rien qui est esthétique. Par esthétique, c'est sûr que quand un patient parle d'esthétique, il pense à botox, fillers, laser, etc. Moi, personnellement, j'en fais pas. Mais si vous venez me voir dans mon cabinet, que je travaille 1 jour par semaine dans le cabinet, puis vous me dites, je vous vois pour une raison médicale, puis vous me dites, en passant, j'aime vraiment pas ce grain de beauté-là sur mon visage. J'aime vraiment pas cette tache-là de soleil. Puis je vous dis, il est parfaitement normal. Il n'y en a pas de problème. C'est médicalement pas requis qu'on l'enlève. Puis vous me dites, oui, mais moi, je veux l'enlever parce que je me trouverais plus jolie sans. Mais à ce moment-là, ça, c'est pas assuré. Donc, on va le monnayer. De la même façon que si je vous fais votre teinture à cheveux, je vais vous charger aussi pour faire de votre teinture à cheveux. Fait que ça tombe dans la grande catégorie de l'esthétique. Puis ça, je vous dirais que pas mal tous les dermatos sont beaucoup obligés d'en faire pour payer leurs frais de cabinet. Oui, parce que dans le journal, il y a le témoignage de la docteure Magali Beauregard qui dit qu'elle travaille 60 heures par semaine, puis que là, elle est juste pas capable d'en prendre plus, puis qu'à 50 de son salaire s'en va dans des frais de bureau. Ouais. Bon, il y a plein de... Puis là, ça serait quoi votre demande là-dessus? Vous souhaitez qu'on paye vos frais de bureau? Ça serait quoi, là? Dans le fond, solution? Oui. Il y en a pas mal, les solutions. Là, puis ce que je vous dirais, là, c'est que l'année dernière, on a fait faire un rapport par une firme indépendante pour regarder justement la situation des frais de cabinet, puis pour le déposer au ministre durant les négociations, en vue des négociations, en disant, regardez, c'est ça la réalité de la dermatologie, puis on n'a jamais eu d'aide dans le passé. Jamais le gouvernement est venu dire comme, OK, regardez, il faut faire... J'avoue qu'on vous a sorti des hôpitaux, j'avoue qu'on vous donne aucun locaux, puis il n'y a pas de place pour vous dans les hôpitaux, puis vous êtes en train de supporter la dermatologie médicale à même vos frais. On va vous venir êtes vous juste aider. 200 en plus. Oui. Ouais. Puis, jamais on a eu ce genre d'intervention-là, comme il y a eu dans le passé pour d'autres spécialités. Puis, on a donné ce rapport-là, puis on l'a payé de nos frais à l'association pour, justement, apporter des vrais arguments au gouvernement pour qu'il regarde ça avec une tête froide, avec des données. Puis, ce qu'on a vu dans ce rapport-là, c'est que les frais de bureau, là, pour les propriétaires, c'est 33 à 55 de leur revenu annuel qui part en frais de bureau. Donc, pour répondre à votre question des solutions, bien, il y en a plusieurs. Okay. Premièrement, on peut augmenter la liste de matériel qui est remboursé. Cette liste-là, elle n'a pas été, mise à jour là, depuis le début de sa création. Ça fait 3 ans
qu'on l'a mis à jour puis qu'on l'a demandé qu'elle soit mise à jour par le gouvernement. Puis ça fait 3 ans que cette liste-là passe par différents comités qui la regardent à chaque 3 mois, puis différents fonctionnaires qui regardent à chaque 3 mois, puis on n'a toujours pas de réponse, 3 ans après. Ça doit être très frustrant. Là. Très frustrant, oui. Puis, en plus de ça, l'autre chose, c'est qu'on aimerait ça avoir des ententes. Je vais vous donner un exemple concret, OK? Dans la région de Trois-Rivières, OK, qui est un gouffre dermatologique, là, il y a des PEM, OK, qui sont des postes en hôpital, qui sont affichés. Puis, j'ai des jeunes résidents que ça fait des années, on parle de 2-3 ans, qui leur dit « Allô, moi, je veux venir travailler dans votre région, je veux venir travailler dans votre hôpital. » Un gouffre, là, c'est-à-dire il n'y a pas de dermatologue. Ça va vraiment pas bien, là, OK? Là, il y en a vraiment très peu pour la population. Puis, l'hôpital, ils sont comme, OK, même nous, on l'a rencontré, on a fait des rencontres avec les résidents, les chefs de ces hôpitaux en disant, ils s'en viennent, là, préparer leurs locaux, préparer leur équipement. Puis là, ces jeunes-là, ils graduent. Puis, qu'est-ce qui arrive? Ils n'ont rien. Ils n'ont pas un seul local dans tout l'hôpital pour qu'ils travaillent. Puis là, on leur dit, ah oui, peut-être que ça va s'en venir un local, une journée par semaine. Pas d'infirmière, pas rien. Donc, pas être capable de faire un bon débit. Donc là, moi, ce que je plaiderais, c'est que, OK, regardez, vous n'êtes pas capable de vous gérer l'hôpital pour créer des locaux. Parfait. Que les jeunes dermatologues s'ouvrent un bureau à leurs frais, puis qu'ils fassent une entente avec l'hôpital en disant, bien, nous, notre bureau va devenir comme une espèce d'extension de votre hôpital. Puis, dites-nous ce que vous avez besoin dans votre région. Dites-nous combien de consultations CRDS vous voulez, combien de chirurgies de cancer vous voulez. Qu'importe ce que vous voulez, dites-nous ce que vous voulez, puis nous, aidez-nous à payer nos frais de bureau, puis nous, on va devenir l'extension de votre hôpital, puis on va répondre à vos besoins, puis on va répondre aux besoins de la région. Là, vous êtes en train de me dire, à l'hôpital de Trois-Rivières, même pas foutu de trouver un local pour des jeunes dermatologues qui veulent pratiquer? Oui, effectivement. Sincèrement, là. Y a-t-il d'autres places aussi au Québec où c'est comme ça? Oui, des faux PEM, là, il y en a pas mal, beaucoup en dermatologie. Tu sais, quand on dit on s'est fait sortir des hôpitaux, c'est ça qu'on fait référence. Dans le fond, si tu dis j'ai un poste que je t'affiche pour le travail, mais finalement tu viens cogner à la porte puis tu dis ben non, je m'excuse, viens faire mes gardes, soit de garde et d'appel 365 jours par année, viens faire une consultation de temps en temps à l'urgence, mais ensuite de ça, débrouille-toi pour que, à tes frais, tu vois tous les bureaux, tous les patients à l'extérieur dans ton bureau. Bien, c'est ça, sortir les dermatologues des hôpitaux. Puis, nous, ça fait des années, ça fait des décennies qu'on gère de cette façon-là, parce que ça fait des décennies qu'on s'est fait sortir. Puis, on s'est arrangé pour les avoir, les bureaux. Puis, on s'est arrangé pour faire les cabinets. Puis, on s'est arrangé pour avoir le matériel, pour l'acheter, pour former nos assistantes, pour former nos secrétaires. Mais là, la réalité, là, c'est qu'on a frappé un mur depuis plusieurs années. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le monde qui était plus capable de joindre les deux bouts, ce sont des affiliés de la RAMQ, fait qu'ils sont allés au privé. Puis là, avec cette loi-là qui baisse de 13 % nos tarifs, on était déjà dans le trouble. Là, à partir du 1er janvier, on a 13 % de moins. C'est la fin de la dermatologie médicale. Puis là, juste être clair, là, c'est pas un moyen de pression. Tu sais, je veux pas que le gouvernement m'envoie des amendes là, dans sa loi 2. C'est juste... Moi, je pense que vous avez le droit de vous exprimer. Là. Je pense pas qu'il y ait des médecins qui vont recevoir des amendes. Là. Inquiétez-vous pas. J'espère. On est dans une démocratie, on a le droit de parler. Mais ce que vous nous dites aussi, puis as-tu des commentaires? Oui, il y a Kevin qui dit « Faudrait parler de la chasse gardée que conservent certains dermatologues sur plusieurs actes qui pourraient, selon Kevin, être accomplis par d'autres professionnels comme les pharmaciens, par exemple. » Il dit « Combien de rendez-vous en dermato se soldent par une prescription de crème à base de cortisone, par exemple? » Donc, est-ce qu'il y aurait moyen de partager un peu les actes? Là, je comprends qu'il y a une méga liste d'attente, mais en même temps, ça semble difficile simplement par le système public de rentabiliser ce que vous faites. Là. C'est quoi, dans le fond, la solution là-dessus? Bien, OK. La pharmacie, puis en passant, mon frère est pharmacien, là. Donc, la pharmacie, tu as une formation en médicaments. OK? Tu as une formation en être capable de comprendre les effets secondaires des médicaments, les interactions des médicaments, puis c'est ça ta formation. Ta formation n'est pas en dermatologie. Moi, j'ai 11 ans universitaire. Donc, 6 ans seulement et uniquement à temps plein en dermatologie pour graduer avec un des examens les plus difficiles au monde à passer. Mais il y a des choses de base quand même, docteur. Il y a Puis, Dr. Mom, là, on ne fait pas 12 ans d'université en spécialité, puis on est capable de dire quand nos enfants ont un problème, on est capable de reconnaître quand même une dermatite, de l'eczéma, du psoriasis. Il y a comme
de la base, là, puis après, ben, on fait quand même une demande pour avoir un médecin, mais comme un dermatologue, ça prend 3 ans. Je veux dire, combien s'arrangent eux-mêmes, là, puis ils vont voir leur pharmacien, puis... Oui, mais tu sais, d'aller dire que on fait une chasse gardée de nos actes ou... Tu sais, c'est de pas... vos compétences. Ouais. De nos compétences, je veux dire... On a une compétence là, qui ça, c'est sûr. Ça, c'est qui clair. nous appartient à nous. Là. Puis le pharmacien, je veux dire, s'il dit... les pharmaciens au Québec, en passant, là, ils ont des droits que nulle part ailleurs sur la planète Terre, les autres pharmaciens ont. Là. De faire ton diagnostic, puis ensuite de vendre ton médicament, c'est... Puis c'est pas toujours moins cher que le pharmacien, parce que le pharmacien, depuis, il charge les actes aussi. Ouais. Tu sais, quand tu vas demander une consultation à ton pharmacien, il y a un acte aussi, puis quand tu prends un médicament, puis quand tu as les franchises, c'est compliqué aussi, là, ce qui se passe du côté des médicaments. On va aller à la pause ici. On a le témoignage de Louis, qui est un auditeur qui a un cas bien précis, puis je pense que les auditeurs qui nous écoutent, ça va sans doute résonner chez vous aussi. Si vous avez eu des enjeux de dermatologie au cours des dernières années, si vous en avez aujourd'hui, on sait que le cancer de la peau, docteur, c'est un des cancers qui augmente le plus au Québec. Puis les plus fréquents, oui. Les plus fréquents. Il y a effectivement, quand vous parlez de gouffre dermatologique, on pourrait parler de désert dermatologique parce que les gens se cherchent des dermatologues. Souvent, ils sont obligés d'aller au privé à grands frais. C'est 250 $ en moyenne là, pour avoir une consultation chez un dermato au privé. Puis si tu as 3 verrues, c'est... x3, le petit, il y a un frais là, pour se faire brûler ça à l'azote, puis idem pour d'autres enjeux de dermatologie. Fait que tu peux sortir avec une grosse facture en attendant de voir un dermatologue au privé ou, d'ailleurs, c'est contingenté. Je vais vous entendre aussi là-dessus, parce que comment se fait qu'il n'y a pas plus de dermatologues? Oui, est-ce qu'il en manque finalement? Ben, moi, je pense qu'il en manque. On entend aussi que s'il en manque, ça prend aussi des locales où les mettre. Là, oui, effectivement. On va revenir donc tout de suite après ceci. Vous nous écrivez au 187 Cube Radio, 1877 827 2346. À tout de suite.